journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette session d'information consacrée à la page rétrospective de la semaine. Les sommaires. Au cours de cette semaine, les professionnels des médias ont célébré la journée mondiale de la liberté de la presse au Fleuve Congo Hotel. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La route Elengesa tronçon bypass dans la commune de Makala est désormais éclairée suite au lancement officiel de lumière publique dans ces coins de la capitale. Comme chaque année, le 3 mai coïncide avec la journée mondiale de la liberté de la presse, décrétée par les Nations Unies en 1993, suivant une recommandation de l'UNESCO, dans le but de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constituer également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Par ailleurs, la liberté de la presse comme la sécurité des journalistes ou encore la liberté d'expression reste menacée dans certains pays à travers le monde selon les classements annuels établis par les Reporters sans frontières en 2023. Et pourtant, les journalistes sont appelés d'exercer leur profession en toute sécurité afin d'apporter une information claire, transparente et sourcée aux lecteurs et téléspectateurs. La sécurité de l'information est l'un des piliers majeurs de nos démocrates, permettant aux citoyens de prendre des décisions éclairées, notamment au moment des votes. Il s'est de noter que cette année, c'est le 30e anniversaire que le professionnel de médias célèbre cette journée, sous le thème « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Ce thème nous rappelle que la liberté de la presse est vitale pour les droits humains, mais le combat est loin d'être gagné. Bonjour madame. Enfin, les hommes des étudiants de l'Université pédagogique nationale arborent une nouvelle robe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement inauguré les bâtiments abritant ces hommes ce mercredi 3 mai devant le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, les corps académiques, les corps scientifiques et les étudiants. Ces œuvres qui entrent dans sa vision du peuple d'abord permettra aux étudiants venant de province de loger dans ces hommes qui étaient inhabitables il y a de cela 5 ans. 2 immeubles 6 niveaux à chacun avec 50 chambres et des 6 lits ouverts la porte à l'inauguration des infrastructures jugées vétustes. À l'occasion de cette inauguration, le ministre de l'ESU a promis aux professeurs de cet établissement public en grève sec le respect de l'accord entre le gouvernement et le banc syndical. Ici est de rappeler que la rénovation de l'UPEN est une promesse datant de mai 2021. Le président Tshisekedi avait promis aux étudiants de réhabiliter des infrastructures de cette 2e université publique de la capitale congolaise. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable que plusieurs étudiants ressortissants de l'Université pédagogique nationale n'ont pas connu quelques années en arrière. La question relative à la réconciliation entre le pouvoir et l'opposition au Tchad ont été examinées au cours d'une audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée le mardi 2 mai à la Cité de l'Union africaine à Succès Masra avec l'assistance du représentant du secrétaire général des Nations Unies, les chefs de l'État et les facilitateurs signés par ce père de la communauté économique d'État
d'Afrique centrale, CEAC en sigle, dans la crise tchadienne. L'homme politique tchadien a déclaré au sorti de l'audience qu'il a échangé avec le président Tshisekedi sur la question en rapport avec la réconciliation des Tchadiens pour un retour et une véritable démocratie à la fin de la transition au Tchad avec un gouvernement choisi par le peuple tchadien. Il a indiqué avoir représenté au chef de l'État, au nom d'une vaste majorité des Tchadiens, des propositions devant conduire à la réconciliation nationale dans son pays. Présent en cette entrevue, Didier Manzenga, ministre congolais du tourisme, envoyé spécial de la CEAC pour la crise tchadienne, a indiqué qu'il était question pour le président Félix Tshisekedi à recevoir l'homme politique tchadien dans le cadre de sa mission de facilitateur dans la crise politique dans son pays de l'Afrique centrale, à savoir à échanger avec toutes les parties prenantes dans cette crise, ceux qui ont participé au dialogue national ainsi que ceux qui n'ont pas participé, et c'est en vue de la réconciliation nationale. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, représentée par son secrétaire général, le Monseigneur Donatien Cholet, et l'Église du Christ au Congo, ECC, est allée à la rencontre du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, afin de s'assurer de la tenue des élections crédibles et apaisées. Une démarche justifiée par la controverse née de la sollicitation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour effectuer l'audit du fichier électoral. Une sollicitation à laquelle l'OIF dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo n'a pu accéder en raison de la tension diplomatique entre la RDC et le Rwanda. À l'issue des échanges entre les deux parties, la CENCO et l'ECC ont exprimé leur soutien en vue d'accompagner la CENI pour crédibiliser le processus électoral. La CENCO et l'ECC, nous sommes dans la dynamique d'accompagner la CENI pour crédibiliser davantage le processus électoral. Et chaque fois que nous sommes préoccupés par quelque chose qui peut entamer la crédibilité, nous nous empressons à rencontrer les responsables de la CENI pour échanger avec eux. Et là, je suis heureux que jusque-là, on a toujours une oreille attentive. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. On rappelle que la méfiance au sein de la classe politique tient du fait que l'OIF, qui est dirigé par une ressortissante du pays agresseur de la RDC, sous couvert des terroristes du M23, risquerait de ne pas faire le dit en toute responsabilité. C'est dans la salle Apollinaire Malou que la CENI a rassemblé les professionnels de médias pour la première journée porte ouverte qu'elle organise du 25 avril au 4 mai 2023. Comme à l'accoutumée, d'abord l'hymne national qui marque les débuts de cette cérémonie, puis le mot de circonstance lu par Madame le rapporteur de la CENI. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la centrale électorale à l'occasion du lancement des journées portes ouvertes organisées à l'intention des parties prenantes au processus électoral de manière générale et particulièrement pour les femmes et les hommes des médias. Les parties prenantes doivent être attentives aux autres étapes du processus électoral contenues dans le calendrier électoral. Le train du processus électoral est donc en marche. Personne, y compris même la CENI, ne peut l'arrêter. La CENI invite les parties prenantes à prendre toutes les dispositions utiles pour se préparer aux élections qu'elle veut inclusives et apaisées. À son tour,
Le deuxième vice-président de la CENI, qui a représenté le président Denis Kadima, a pris la parole pour expliquer les raisons de ces journées portes ouvertes organisées par la centrale électorale et l'a déclarée ouverte. Le mot glissement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou au candidaton, la CENI a ouvert ses portes et veut que, aujourd'hui, que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Nous allons passer voir comment l'adjudication est en train de se dérouler. C'est en ces mots, mesdames et messieurs de la presse, que je déclare ouvertes les journées pour des portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est après toutes les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment l'enrôlement des mineurs, le dédoublage d'identité et autres, que la CENI a voulu démystifier le fichier électoral. Place au lancement de la vidéo qui montre la manière dont la CENI prépare et nettoie le fichier électoral. Étant donné que la première journée était dédiée aux professionnels de médias, quelques questions ont été posées quant à ce, et c'est le deuxième vice-président qui a pris le soin de répondre à toutes les questions. Notez que, pour des endroits où l'enrôlement ne s'est pas bien déroulé, la CENI a pris le soin d'éclairer la population quant à ce. Pour clôturer, une visite de la salle de traitement du fichier électoral a été effectuée. Question de donner aux chevaliers de la plume la bonne et vraie information à donner à la population congolaise qui est embrouillée par la désinformation des réseaux sociaux. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a reçu en audience Abel Shuluban, ambassadeur plénipotentiaire de la République sud-africaine en poste à Kinshasa. Abel Shuluban a salué l'unité qu'affiche la classe politique congolaise face aux détracteurs de l'intégrité de la République démocratique du Congo. Thank you very much. I think you... c'est très bien. Vous allez reconnaître que l'Afrique du Sud, la République sud-africaine ainsi que la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations et qui sont très cordiales. Et quand vous avez de très bonnes relations, normalement, il est de coutume de rendre visite à votre frère. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui les perturbe. Au sortir de cette audience, l'ambassadeur sud-africain souhaite à Jean-Pierre Bemba le FEPEM en charge de la défense nationale et ancien combattant au plan de succès et réussite dans son mandat. Déclaration des jeunes ressortissants du territoire de Kwamoutou. Nous jeunes de la communauté Téké ressortissants du territoire de Kwamoutou, nous saluons avec satisfaction l'implication du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour les efforts consentis en vue de ramener la paix dans les territoires de Kwamoutou. Malgré la résistance des extrémistes Yaka qui continuent à semer terreur et désolation au sein de la paisible population de Kwamoutou. En effet, nous avons suivi avec indignation les déclarations mensongères d'un certain Cherimpete, ressortissant du village Bissiala, habitant Fumunzale, vers Komankiro, sur le fleuve Congo. Dans une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, témoignant que notre député national, Guy Moussomo, et les autres députés provinciaux, à l'occurrence Moïse Makani, David Bissaka et Ngwangwa Mintu,
sont en train de distribuer des armes aux populations de Kambankou et de Bissiala pour tuer les Bayaka. Ces déclarations non fondées ne relèvent que de sa propre imagination, car nous savons que M. Petecheri a été corrompu par un groupe de jeunes bien identifiés, avec l'unique but de salir et de ternir simplement l'image de nos élus. Alors que chaque jour, dans leurs déclarations, dans leurs actions, nos députés se battent pour la paix et la cohabitation pacifique entre le peuple. Nous condamnons avec la dernière énergie ces fausses allégations à l'égard de nos élus et de nos chefs coutumiers. Nous sommes une délégation du Fonds de promotion de l'industrie venue en Israël pour contacter les opérateurs financiers et économiques de l'État d'Israël. Vous savez que depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au Congo, une nouvelle ère s'ouvre. Et cette ère a besoin de la coopération. Nous sommes venus, en tant que pays demandeur d'argent, chercher les opérateurs économiques avec qui nous allons signer des contrats, des collaborations, des partenariats pour apporter de l'argent frais pour notre industrie. Parce que vous savez qu'on ne peut pas développer un pays sans industrie, sans activité de transformation et afin de créer de la valeur ajoutée. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus pour ces contacts-là. Et puis, également, nous sommes venus pour solliciter la coopération technique de l'État d'Israël, parce que nous savons que l'Israël est parmi les pays développés et que nous avons tout à prendre, tout à recevoir de la part d'Israël. Des débats ont lieu entre les Congolais pro-pouvoir et pro-opposition depuis la sortie officielle de l'Union sacrée samedi 29 avril 2023, qui, selon une certaine presse, a mobilisé plus de 100 000 personnes au point que le stade de Martyrs a refusé du monde et l'annonce de la marche des 4 leaders de l'opposition prévue ce 13 mai dans les artères de la ville de Kinshasa. La question que les observateurs se sont posée est celle de déterminer si ces opposants seront en mesure de mobiliser une foule aussi immense pour inverser la tendance. Cette supputation fait les lits du traditionnel débat en RDC à l'approche des échéances ou lors des campagnes électorales. Un débat qui n'est pas à minimiser car il génère des crises post-électorales dans la mesure où les acteurs se basent sur les plans qu'ils réalisent pour prédire leur victoire électorale. À l'Union sacrée d'ailleurs, vu cette grande présence de la foule, on est julqué par la victoire de Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Cependant, lorsqu'on procède de plus à fond, on découvre que la présence massive des Congolais lors des activités politiques ne signifie pas forcément leur adhésion ou leur adoption de tel ou tel autre parti ou regroupement politique. Les uns et les autres devraient comprendre que certains assistent aux activités politiques juste pour apprécier les forces et les faiblesses. Les autres juste pour avoir droit aux sommes d'argent qu'on remet aux participants, surtout lorsqu'ils savent que les organisateurs ont de l'argent ou qu'ils peuvent leur en donner beaucoup. Les états-majors de partis et regroupements politiques devraient avoir à l'esprit ces considérations de la sociologie politique congolaise avant de tirer des conclusions paranoïaques ou de crier malicieusement victoire pour avoir drainé des foules lors de leurs manifestations, surtout à l'approche des élections ou durant les campagnes électorales, de façon à éviter de créer des crises post-électorales en cas d'échec aux élections. C'est dans la salle du Centre d'études pour l'action sociale, c'est pas son sigle, situé dans la commune de la Gombe, que le professeur Isidore Ndaïwel a tenu sa conférence sous le thème « L'histoire de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo. Quelles leçons pour l'avenir ?» À cette conférence, des leaders politiques, plusieurs cadres, de partis, ainsi que représentants de la société civile ont pris part. Plusieurs points ont été évoqués au cours de cette conférence par les conférenciers, notamment le problème de la RDC qui nécessite une révision constitutionnelle, donnant en outre des précisions sur les chefferies, les tribus, le secteur
les territoires, le village. En 1885, après la conférence de Berlin, le Congo a dû accepter, recevoir une partie de l'Afrique centrale qui jusque-là n'était pas encore décidée, la région que nous appelons actuellement le Katanga. Et donc, jusqu'en 1890, on ne fait pratiquement rien au Katanga. Mais en 1990, tout change. Parce que les Britanniques veulent brusquement s'emparer de cette région. Signalons qu'au cours de cette conférence, la question sur la situation économique a été évoquée par le professeur Isidore Ndaiwel, qui suggère que le gouvernement congolais puisse revenir sur la loi Bakajika, qui dans son esprit soutient que la terre appartient à l'État. Tout a commencé par la prière. Règne au milieu de nous du début à la fin. Au nom de Jésus notre Seigneur. Dans la salle de l'immeuble Marie Reine de Paix, l'ONG The First Financing East Africa a clôturé sa deuxième édition de la formation au secrétariat informatique 3 semaines après la dite formation donnée par des experts à la matière. Devant l'auditoire, 3 experts sont passés l'un après l'autre pour des leçons de clôture à cette formation, de piliers de l'émergence d'une entreprise, passant aux 2 clés pour la réussite de business, au secret pour un bon entrepreneur. Les participants à cette formation ont été suffisamment outillés pour mettre en place leurs propres entreprises et avoir une liberté financière. Une dimension spirituelle fera de vous un leader de haut niveau. Ici, je ne parle pas de religion, ça n'a rien à voir avec les religions. Ça n'a rien à voir de votre fraternité. Oh non, voilà, nous nous disons, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec votre fraternité, ainsi de suite. Tu peux commencer une entreprise à partir de rien si tu sais te servir de l'intelligence des autres et du travail des autres. Comment? Tu peux créer une entreprise fictive. D'accord? Tu peux te dire, ok, je vais commencer à vendre des unités, mais de quelle manière? En gros, tu crées ça de manière fictive, tu n'as rien. Tu crées, après tu contactes maintenant quelques personnes. Tu dis, papa, je vends des unités en gros. Donc, c'est moi à partir de $5, de $10. Quand vous me donnez, je flash. Et papa va te remettre ces $10. C'est avec ça que tu démarres l'activité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les brevets internationaux ont été remis aux participants à cette formation, suivie d'une collation de grade. Pour boucler la boucle, le coordonnateur national de FIFGA-RDC, accompagné de son équipe administrative, ont procédé à la remise de chèques aux participants de la première édition pour débuter leur propre business. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux Rose Mutombo Kiese a inauguré le nouveau palais de justice de Goma en présence du ministre de l'Industrie Julien Paluku, les autorités politico-militaires et judiciaires de la province du Nord Kivu, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un nouveau bâtiment dont les travaux de construction ont été financés par l'Union européenne à hauteur de 3 200 000 €. D'après un communiqué de l'Union européenne. Dans ce monde de circonstances, Rose Mutombo Kiese a remercié l'Union européenne et a invité les bénéficiaires à en faire un bon usage. Je demande donc aux utilisateurs de ces bijoux, qui fait aussi la beauté de la province du Nord Kivu, et en particulier de la ville de Goma, de le maintenir dans son état actuel
et de le gérer en bon père de famille. De son côté, le gouverneur de la province Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a invité les responsables de juridiction à s'investir dans la protection du patrimoine immobilier de l'État. Je vous exhorte donc à vous approprier de cette parole des Saintes Écritures afin de répondre aux attentes de la population en matière de justice et de lutter contre tous les maux et les antivaleurs. Je vous invite enfin à vous investir dans la protection des biens immobiliers du domaine public et privé de l'État en province du Nord Kivu et autres espaces publics. La construction de ces bâtiments s'inscrit dans le cadre du programme d'appui de l'Union européenne à la réforme du secteur de la justice de la République démocratique du Congo. La communauté humanitaire réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés victimes de la violence armée en Ituri. Déclaration de Madame Sophie Garde-Tomley, directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer d'OCHA, basée à New York. C'était à l'issue de son échange ce mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. La situation actuelle est dramatique. Et on voit le niveau de violence, on reçoit souvent à New York cette collaboration et coordination qui nous permettent d'être le plus efficace possible, même en face de défis, de difficultés, de l'insécurité qui continuent dans la région, mais qui nous interpellent aussi à faire encore mieux, à être encore plus présent aux côtés de la population qui est atteinte par cette crise. Ces hauts fonctionnaires de cette agence du système des Nations Unies s'est dit satisfaite de l'implication de l'administration militaire à cette période exceptionnelle en faveur du travail des humanitaires et la collaboration à l'appui pour la paix. Ce qui est clair, c'est que nous avons ce qui est toujours important dans ce genre de contexte, et ça c'est partout au monde, c'est une bonne coordination civilo-militaire entre les militaires et les humanitaires qui nous permettent aussi de mieux collaborer, de mieux coordonner si vous voulez et nous assurer que la réponse humanitaire arrive là où on a le plus besoin, là où les besoins sont les plus élevés et sans cette collaboration, cette coordination entre les humanitaires et les militaires, ça devient toujours très très compliqué et on apprécie énormément ici que cette façon de travailler ensemble, c'est très clair, c'est fluide, il y a une bonne communication. Signalons que cette délégation s'est rentrée ce mercredi à Komanda, en territoire du Roumu. Question de passer en revue la situation des déplacés de cette partie de l'Ituri avant de visiter ceux qui sont concentrés à Kigonzi et à l'ISP Bunya au chef. La communauté humanitaire réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés victimes de la violence armée en Ituri. Déclaration de Madame Sophie Garde-Tomley, directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer d'OCHA, basée à New York. C'était à l'issue de son échange ce mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. La situation actuelle est dramatique. Et on voit le niveau de violence, on reçoit souvent à New York cette collaboration et coordination qui nous permettent d'être le plus efficace possible, même en face de défis, de difficultés, de l'insécurité qui continuent dans la région, mais qui nous interpellent aussi à faire encore mieux, à être encore plus présent aux côtés de la population qui est atteinte par cette crise. Ces hauts fonctionnaires de cette agence du système des Nations Unies s'est dit satisfaite de l'implication de l'administration militaire à cette période exceptionnelle en faveur du travail des humanitaires et la collaboration à l'appui pour la paix. Ce qui est clair, c'est que nous avons ce qui est toujours important dans ce genre de contexte, et ça c'est partout au monde, c'est une bonne
coordination civilo-militaire entre les militaires et les humanitaires qui nous permettent aussi de mieux collaborer, de mieux coordonner si vous voulez et nous assurer que la réponse humanitaire arrive là où on a le plus besoin, là où les besoins sont les plus élevés et sans cette collaboration, cette coordination entre les humanitaires et les militaires, ça devient toujours très très compliqué et on apprécie énormément ici que cette façon de travailler ensemble, c'est très clair, c'est fluide, il y a une bonne communication. Signalons que cette délégation s'est rentrée ce mercredi à Komanda, en territoire du Roumo. Question de passer en revue la situation des déplacés de cette partie de l'Ituri avant de visiter ceux qui sont concentrés à Kigonzi et à l'ISP Bounia, au chef-lieu de l'Ituri, en vue d'apporter également des solutions urgentes. Participation politique des femmes, c'est le grand thème qui a fait l'objet de ce café-jar auprès de partenaires internationaux tels que ONU Femmes, les Nations Unies, le PNUD et l'ambassade de la Suède, ce vendredi 5 mai à Béatrice Hôtel. Cette rencontre avait pour cœur de cible les leaders de partis politiques. Renforcer la communication sur la participation de femmes aux élections de cette année, mais aussi servir de plaidoyer et de mobilisation devant plusieurs parties prenantes, à savoir la CENI, le parti politique et les femmes candidates elles-mêmes, a dit Karine Kankou, une des panélistes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en étant dans ces cadres d'échange, de plaidoyer, de mobilisation, on peut faire pour améliorer les échéances futures en se servant des innovations nouvelles, des innovations dans la nouvelle loi électorale qui encourage le genre, surtout l'article 13 avec l'alinéa incitatif. Vous ne payez pas des cautions lorsque vous présentez des listes paritaires et toutes ces mesures d'application que la CENI a présentées ici en faveur de la participation de la femme ou de la prise en compte du genre. Donc nous avons fait ces plaidoyers aussi pour les femmes candidates vivant avec handicap pour qu'elles soient davantage acceptées dans des partis et regroupements politiques. Pour Madame Elodine Simiré, secrétaire nationale en charge du processus électoral au sein du parti politique AFDC, les nouvelles mesures de la nouvelle loi électorale dans son article 13 ne sont pas suffisantes pour un bon accompagnement participatif de femmes aux élections prochaines. A plaidé pour un accompagnement économique et financier des femmes candidates aux élections. Vous le savez, il y a l'article 13 de la loi électorale qui consacre une discrimination positive à l'égard de la femme, qui favorise la femme notamment à travers des listes qui présenteront des femmes à 50% qui seront exemptées des frais de caution. Plusieurs panélistes sont passés pour exposer leur plaidoyer avec différents thèmes. Les participantes et les participants ont à leur tour posé des questions pour plus d'éclairage ainsi que des propositions participatives dans ces cafés-jars. Pour boucler la boucle, une photo des familles a immortalisé cette cérémonie. Il est 22h23. Nous sommes au quartier Maboulou 2 dans la commune de Makala. Ici, les occupants ont résolu de se priver du sommeil. Pour cause, l'installation de l'éclairage public sur la grande artère construite pour urbaniser les coins et surtout lutter contre l'insécurité avec les inciviques communément appelés Koulouna. Il s'agit de la direction Eringessa qui va du triangle bypass à la place des artistes au rond-point Victoire dans la commune de Kalabon. C'est tard dans la soirée que l'équipe commise à cette tâche a débuté les travaux au grand plaisir de premiers bénéficiaires, comprenez ceux de l'avenue Moussoni. Les palmiers et les bambous au siège des criminels ont cédé de la place aux poteaux pour l'éclairage public autonome qui ignore l'énergie électrique et passe au devant le bienfait du soleil pour de nous éclairer à la sécurité rassurante.
le rappel des principaux titres. Au cours de cette semaine, les professionnels des médias ont célébré la journée mondiale de la liberté de la presse au fleuve Congo Hotel, c'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La route Elengesa tronçon bypass dans la commune de Makala est désormais éclairée suite au lancement officiel de lumière publique dans ces coins de la capitale. C'est la fin de ce journal consacré à la page rétrospective. Merci et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.